Bonjour, aujourd'hui je continue la lecture de Sido suivie de Les Vrilles de la vigne de Colette. On en est toujours au premier livre Sido, deuxième partie, Le Capitaine. Cela me semble étrange à présent que je l'ai si peu connu. Mon attention, ma ferveur tournée vers Sido ne s'en détachait que par caprice. Ainsi faisait-il lui mon père. Il contemplait Sido. En y réfléchissant, je crois qu'elle aussi l'a mal connue. Elle se contentait de quelques grandes vérités encombrantes. Il l'aimait sans mesure, il la ruina dans le dessein de l'enrichir, elle l'aimait d'un invariable amour, le traitait légèrement dans l'ordinaire de la vie, mais respectait toutes ses décisions. Derrière ces évidences aveuglantes, un caractère d'homme n'apparaissait que par échappées. Enfant, qu'ai-je su de lui? Qu'il construisait pour moi à ravir des maisons de hanneton avec fenêtres et portes vitrées et aussi des bateaux, qu'il chantait, qu'il dispensait et cachait les crayons de couleur, le papier blanc, les règles en palissandre, la poudre d'or, les larges pains à cacheter blancs que je mangeais à poignées, qu'il nageait avec sa jambe unique plus vite et mieux que ses rivaux à 4 membres. Mais je savais aussi qu'il ne s'intéressait pas beaucoup, en apparence du moins, à ses enfants. J'écris en apparence. La timidité étrange des pères dans leur rapport avec leurs enfants m'a donné depuis beaucoup à penser. Les 2 aînés de ma mère, fille et garçon, issus d'un premier mariage, celle-là égarée dans le roman à peine présente, habitée par les fantômes littéraires des héros, celui-ci altier, tendre en secret, l'ont gêné. Il croyait naïvement que l'on conquiert un enfant par des dons. Il ne voulut pas reconnaître sa fantaisie musicienne et nonchalante dans son propre fils, le Lazzarone, comme disait ma mère. C'est à moi qu'il accorda le plus d'importance. J'étais encore petite quand mon père commença d'en appeler à mon sens critique. Plus tard, je me montrai, Dieu merci, moins précoce. Mais quelle intransigeance, je m'en souviens, chez ce juge de 10 ans. Écoute ça, me disait mon père. J'écoutais, sévère. Il s'agissait d'un beau morceau de prose oratoire, ou d'une ode, vers facile, fastueux par le rythme, par la rime, sonore comme un orage de montagne. Hein? Interrogeait mon père. Je crois que cette fois-ci. Eh bien, parle! Je hochai ma tête et mes nattes blondes, mon front trop grand pour être aimable et mon petit menton en bille, et je laissai tomber mon blâme. Toujours trop d'adjectifs. Alors mon père éclatait, écrasait d'invectives la poussière, la vermine, le pouls vaniteux que j'étais. Mais la vermine, imperturbable, ajoutait: Je te l'avais déjà dit la semaine dernière pour l'ode à Paul Bert, trop d'adjectifs. Il devait derrière moi rire, et peut-être s'enorgueillir. Mais au premier moment, nous nous toisions en égaux et déjà confraternels. C'est lui, à n'en pas douter, c'est lui qui me domine quand la musique, un spectacle de danse, et non les mots, jamais les mots, mouille mes yeux. C'est lui qui se voulait faire jour et revivre quand je commençais obscurément d'écrire et qui me valut le plus acide éloge, le plus utile à coup sûr. Aurais-je épousé la dernière des lyriques? Lyrisme paternel, humour, spontanéité maternelle mêlée, superposée, je suis assez sage à présent, assez fière pour les départager en moi, toute heureuse d'un délitage où je n'ai à rougir de personne ni de rien. Oui, tous 4, nous autres enfants, nous avons gêné mon père. En est-il autrement dans les familles où l'homme, passant l'âge de l'amour, demeure épris de sa compagne? Nous avons, toute sa vie, troublé le tête-à-tête que mon père rêvait. L'esprit pédagogique peut rapprocher un père de ses enfants. À défaut d'une tendresse, beaucoup plus exceptionnelle qu'on ne l'admet généralement, un homme s'attache à ses fils par le goût orgueilleux d'enseigner. Mais Jules-Joseph Colette, homme instruit, ne faisait parade d'aucune science. Pour elle, il avait d'abord aimé briller, jusqu'au jour où, l'amour grandissant, mon père quitta jusqu'à l'envie d'éblouir Sido. J'irai droit au coin de terre où fleurissaient les perce-neige dans le jardin. La rose, le treillage qui la portait, je les peindrai de mémoire, ainsi que le trou dans le mur, la dalle usée. La figure de mon père reste indécise, intermittente. Dans le grand fauteuil de Reps, il est resté assis.
Les deux miroirs ovales du pince-nez ouvert brillent sur sa poitrine et sa singulière lèvre en margelle dépasse un peu, rouge, sa moustache qui rejoint sa barbe. Là, il est fixé, à jamais. Mais ailleurs, il erre et flotte, troué, barré de nuages, visible par fragments. Sa main blanche ne saurait m'échapper, surtout depuis que je tiens mal mon pouce en dehors comme lui, et que comme cette main mes mains froisses roulent, anéantissent le papier avec une fureur explosive. Et la colère donc. Je ne parlerai pas de mes colères qui me viennent de lui. Mais qu'on aille voir seulement à Saint-Sauveur l'état dans lequel mon père mit de deux coups de son pied unique le chambranle de la cheminée en marbre. J'épelle en moi ce qui est l'apport de mon père, ce qui est la part maternelle. Le capitaine Colette n'embrassait pas les enfants. Sa fille prétend que le baiser les fane. S'il m'embrassait peu, du moins il me jetait en l'air jusqu'au plafond que je repoussais des deux mains et des genoux, et je criais de joie. Sa force musculaire était grande, ménagée et dissimulée d'une manière féline, et sans doute entretenue par une frugalité qui déconcertait nos bas bourguignons. Du pain, du café, beaucoup de sucre, un demi-verre de vin, force tomates, des aubergines. Il se résigna à prendre un peu de viande, comme un remède, passé 70 ans. Sédentaire, ce méridional tout blanc dans sa peau de satin n'engraissa jamais. Italien, homme au couteau. Ainsi l'invectivait ma mère quand elle n'était pas contente de lui, ou bien quand l'extraordinaire jalousie de son fidèle amant se faisait jour. De fait, s'il n'a jamais tué personne, un poignard, dont le manche de corne cachait un ressort, ne quittait jamais la poche de mon père, qui méprisait l'arme à feu. Les fausses colères du midi tiraient de lui des grondements, des jurons grandiloquents, auxquels nous n'accordions aucune importance. Mais comme j'ai frémi une fois d'entendre mélodieuse la voix de sa fureur véritable, j'avais 11 ans. Ma mystérieuse demi-sœur venait de se marier, à sa guise, si mal et si tristement qu'elle n'espérait plus que la mort. Elle avala je ne sais quel cachet, et le voisin vint prévenir ma mère. Mon père et ma sœur ne s'étaient guère liés en quelque 20 années. Mais mon père, qui regardait souffrir Sido, dit sans élever le ton et d'un accent enchanteur: « Allez dire au mari de ma fille, au docteur R, que s'il ne sauve pas cet enfant, ce soir, il aura cessé de vivre. » Quelle suavité! Je fus saisie d'enthousiasme. Le beau son plein musical comme le chant de la mer en courroux. N'eût été la douleur de Sido, j'aurais regagné dansant le jardin et allègrement espéré la juste mort du docteur R. Mal connu, méconnu, ton incorrigible gaieté, s'écriait ma mère. Ce n'était pas reproche, mais étonnement. Elle le croyait gai parce qu'il chantait. Mais moi qui siffle dès que je suis triste, moi qui scande les pulsations de la fièvre ou les syllabes d'un nom dévastateur sur les variations sans fin d'un thème, je voudrais qu'elle eût compris que la suprême offense, c'est la pitié. Mon père et moi, nous n'acceptons pas la pitié. Notre carrure la refuse. À présent je me tourmente à cause de mon père, car je sais qu'il eut mieux que toutes les séductions la vertu d'être triste à bon escient et de ne jamais se trahir. Sauf qu'il nous fit souvent rire, sauf qu'il comptait bien, qu'emporté par son rythme, il brodait avec hardiesse, sauf cette mélodie qui s'élevait de lui. L'ai-je vu gai? Il allait, précédé, protégé par son chant. Rayons dorés, tièdes zéphyrs, fredonnait-il en descendant notre rue déserte. Ainsi, elle ignorait, en l'entendant venir, que Laroche, fermier des Lambert, refusait impudemment de payer son fermage et qu'un prête-nom du même Laroche avançait à mon père 7% d'intérêt pour 6 mois, une somme indispensable. Par quel charme, dis-moi, m'as-tu donc enchanté? Quand je te vois, je crois que c'est par ton sourire. Qui donc eût pu croire que ce baryton, agile encore sur sa béquille et sa canne, pousse devant lui sa romance comme une blanche haleine d'hiver afin qu'elle détourne de lui l'attention. Il chante. Elle oubliera peut-être aujourd'hui de lui demander s'il a pu emprunter 100 louis sur sa pension d'officier amputé. Quand il chante, Sido l'écoute malgré elle et ne l'interrompt pas.
Les rendez-vous de noble compagnie se donnent tous dans ce charmant séjour, et doucement on y passe la vie en célébrant le champagne et l'amour. S'il jette trop haut au mur de la rue de l'Hospice le gruppetto, le point d'orgue final et quelques cocottes de fantaisie, ma mère apparaîtra sur le seuil, scandalisée, riante. Oh, Colette, dans la rue! Et moyennant peut-être 2 ou 3 grivoiseries du genre ordinaire décochées à une jeune voisine, Sido froncera son sourcil clairsemé de Joconde et chassera d'elle le douloureux refrain qui ne franchit pas ses lèvres. Il va falloir vendre la forge, mon Dieu, vendre la forge aussi, après les May, les Cholin, les Lambert. Gai? Et pourquoi eût-il été sincèrement gai? Il avait besoin de vivre au sein d'une chaude approbation, après avoir eu besoin dans sa jeunesse de mourir publiquement et avec gloire. Réduit à son village et à sa famille, envahi et borné par son grand amour, il livra le plus vrai de lui-même à des étrangers, à des amis lointains. Un de ses compagnons d'armes, le colonel Godeshot, vit encore et garde des lettres, redit des mots du capitaine Colette. Étrange silence d'un homme qui parlait volontiers. Il ne comptait pas ses faits d'armes. C'est le capitaine Fournès et le soldat Lefebvre, tous deux du premier zouave, qui ont transmis au colonel Godeshot des mots de mon père. 1859, guerre d'Italie. Mon père, à 29 ans, tombe, la cuisse gauche arrachée devant Melegnano. Fournès et Lefebvre s'élancent, le rapportent. Où voulez-vous qu'on vous mette, mon capitaine? Au milieu de la place, sous le drapeau? Il n'a compté à aucun des siens cette parole, cette heure où il espéra mourir parmi le tonnerre et l'amour des hommes. Il ne nous a jamais dit à nous comment il gisait à côté de son vieux maréchal, Mac-Mahon. Il ne m'a jamais parlé, à moi, de la seule longue et grave maladie qui m'est atteinte. Mais voici que des lettres de lui, je l'apprends 20 ans après sa mort, sont pleines de mon nom, du mal de la petite. Trop tard, trop tard. C'est le mot des négligents, des enfants et des ingrats. Non que je me sente plus coupable qu'une autre enfant, au contraire. Mais n'aurais-je pas dû forcer, quand il était vivant, sa dignité goguenarde, sa frivolité de commande? Ne valions-nous pas, lui et moi, l'effort réciproque de nous mieux connaître? Il était poète et citadin. La campagne, où ma mère semblait se sustenter de toute sève et reprendre vie chaque fois qu'en se baissant elle en touchait la terre, éteignait mon père, qui s'y comporta en exilé. Elle nous sembla parfois scandaleuse, la sociabilité qui l'appelait vers la politique des villages, les conseils municipaux, la candidature au conseil général, vers les assemblées, les comités régionaux, où l'humaine rumeur répond à la voix humaine. Injuste, nous lui en voulions vaguement de ne pas assez nous ressembler, à nous qui nous dilations d'aise loin des hommes. Je m'avise à présent qu'il cherchait à nous plaire lorsqu'il organisait des parties de campagne comme font les habitants des villes. La vieille Victoria bleue emportait famille, victuailles et chiens jusqu'au bord d'un étang, Moutier, Chassin ou la jolie flaque forestière de la Guillemette qui nous appartenait. Mon père manifestait le sens du dimanche, le besoin urbain de fêter un jour entre les 7 jours, au point qu'il se munissait de cannes à pêche et de sièges pliants. Au bord de l'étang, il essayait une humeur joviale qui n'était pas son humeur joviale de la semaine. Il débouchait plaisamment la bouteille de vin, s'accordait 1 heure de pêche à la ligne, lisait, dormait un moment, et nous nous ennuyions, nous autres sylvains aux pieds légers, entraînés à battre le pays sans voiture et regrettant devant le poulet froid nos encas de pain frais, d'ail et de fromage. La libre forêt, l'étang, le ciel double exaltaient mon père, mais à la manière d'un noble décor. Plus il évoquait le bleu Titarèse et le golfe d'argent, plus nous devenions taciturnes. Je parle des 2 garçons et de moi, nous qui n'accordions déjà plus d'autre aveu à notre culte bocager que le silence. Assise au bord de l'étang, entre son mari et ses enfants sauvages, seule ma mère semblait recueillir mélancoliquement le bonheur de compter, gisant contre elle, sur l'herbe fine et jonceuse rougie de bruyère, ses bien-aimés. Loin du coup de sonnette importun, loin de l'anxieux fournisseur impayé, loin des voix cauteleuses, un cirque parfait de bouleaux et de chaînes enfermées, j'excepte l'infidèle fille aînée, son œuvre et son tourment.
Courant en risée sur les cimes des arbres, le vent franchissait la brèche ronde, touchait rarement l'eau. Les dômes des mousserons rosés crevaient le léger terreau gris d'argent qui nourrit les bruyères, et ma mère parlait de ce qu'elle et moi nous aimions le mieux. Elle comptait les sangliers des anciens hivers, les loups encore présents dans la puisaille et la forterre, le loup d'été, maigre, qui suivit 5 heures durant la Victoria. Si j'avais su quoi lui donner à manger, il aurait bien mangé du pain. À toutes les côtes, il s'asseyait pour laisser à la voiture son avance d'une 50aine de mètres. De le sentir, la jument était furieuse. Un peu plus, c'est elle qui l'eût attaqué. Tu n'avais pas peur? Peur? Non, ce pauvre grand loup gris, sec, affamé, sous un soleil de plomb. D'ailleurs, j'étais avec mon premier mari. C'est lui aussi, mon premier mari, qui, en chassant, a vu le renard noyer ses puces. Une touffe d'herbe entre les dents, le renard est entré le derrière le premier, peu à peu, dans l'eau jusqu'au museau. Paroles innocentes, enseignements maternels que donne aussi à leurs petits l'hirondelle, la mère lièvre, la chatte, récits délicieux dont mon père ne retenait qu'un mot, mon premier mari. Et il appuyait sur Sido ce regard bleu-gris dans lequel personne n'a jamais pu lire. Que lui importait d'ailleurs le renard, le muguet, la bémure, l'insecte? Il les aimait dans des livres, nous disait leurs noms scientifiques, et dehors les croisait sans les reconnaître. Il louait sous le nom de rose toute corolle épanouie. Il prononçait l'eau bref à la provençale, en pinçant entre le pouce et l'index une rose invisible. Le soir tombait enfin sur notre dimanche au champ. De 5, nous n'étions souvent plus que 3. Mon père, ma mère et moi. Le rempart circulaire des bois assombris avait résorbé les 2 longs garçons osseux, mes frères. Nous les rattraperons sur la route en revenant, disait mon père. Mais ma mère secouait la tête. Ces garçons ne rentraient que par des sentes de traverse, des prés marécageux et bleus, coupant par les sablières, les ronciers, ils sautaient le mur au fond du jardin. Elle se résignait à les trouver chez nous, à la maison, un peu saignants, un peu loqueteux. Elle reprenait sur l'herbe les reliefs du repas, quelques champignons frais cueillis, le nid de mésange vide, la cartilagineuse éponge cloisonnée, œuvre d'une colonie de guêpes, le bouquet sauvage, des cailloux empreints d'ammonites fossiles, le grand chapeau de la petite, et mon père, encore agile, remonté d'un saut d'échassier dans la Victoria. C'est ma mère qui caressait la jument noire, qui offrait à ses dents jaunies des pousses tendres et qui essuyait les pattes du chien pataugeur. Je n'ai jamais vu mon père toucher un cheval. Nulle curiosité ne l'a attiré vers un chat, penché sur un chien. Jamais un chien ne lui a obéi. « Allons, monte !» ordonnait à Mofino la belle voix du capitaine. Mais le chien, contre le marchepied de la voiture, battait de la queue froidement et regardait ma mère. « Monte, animal, qu'est-ce que tu attends ?» répétait mon père. « J'attends l'ordre, semblait répondre le chien. « Hé, ça !» lui criai-je. Il ne se le faisait pas dire 2 fois. « C'est très curieux, constatait ma mère. Ça prouve seulement la bêtise de ce chien, répliquait mon père. Mais nous n'en croyons rien, nous autres, et mon père, au fond, se sentait secrètement humilié. Les genêts jaunes, bottelés, faisaient queue de paon derrière nous dans la capote de la vieille voiture. Mon père, en approchant du village, reprenait son fredon défensif, et nous avions sans doute l'air très heureux, car l'air heureux était notre suprême et mutuelle politesse. Soir commençant, fumée courante sur le ciel, fiévreuse première étoile, était-ce que tout autour de nous n'était pas aussi grave et aussi tremblant que nous-mêmes? Un homme, banni des éléments qui l'avaient jadis porté, rêvait amèrement. Amèrement, maintenant j'en suis sûre. Il faut du temps à l'absent pour prendre sa vraie forme en nous. Il meurt, il mûrit, il se fixe. C'est donc toi, enfin? Je ne t'avais pas compris. Il n'est jamais trop tard, puisque j'ai pénétré ce que ma jeunesse me cachait autrefois. Mon brillant, mon allègre père nourrissait la tristesse profonde des amputés. Nous n'avions presque pas conscience qu'il lui manquât, coupé en haut de la cuisse, une jambe. Qu'eussions-nous dit à le voir soudain marcher comme tout le monde? Ma mère elle-même ne l'avait connu qu'étayé de béquilles, preste et rayonnant d'insolence amoureuse. Mais elle ignorait, fait d'armes excepté, l'homme qui datait d'avant elle, le Saint-Cyrien beau danseur, le lieutenant solide comme un bois debout,
Ainsi l'on nomme dans mon pays natal l'antique Biot la rouelle de chêne au grain serré que n'entame pas le hachoir. Elle ignorait, quand elle le suivait des yeux, que ce mutilé avait autrefois pu courir à la rencontre de tous les risques. Amèrement, le plus zélé de lui-même s'élançait encore, lorsqu'assis, et sa chanson suave aux lèvres, il restait aux côtés de Sido. L'amour et rien d'autre. Il n'avait gardé qu'elle. Autour d'eux, le village, les champs, les bois, le désert. Il pensait qu'au loin ses amis, ses camarades continuaient. D'un voyage à Paris, il revint, l'œil voilé, parce que Davout d'Auerstadt, grand chancelier de la Légion d'honneur, lui avait enlevé son ruban rouge pour le remplacer par une rosette. « Tu ne pouvais pas me la demander, vieux ?» »« Je n'avais pas demandé le ruban non plus, répondit légèrement mon père. Mais il nous conta la scène d'une voix enrouée. Où situait la source de son émotion? Il portait cette rosette, généreusement épanouie à sa boutonnière. Le buste droit, le bras posé sur la barre de sa béquille, il paradait dans notre vieille voiture dès l'entrée du village pour les premiers passants de la gerbaude. Rêvait-il au divisionnaire qui marchait sans été et défilait sur des chevaux, Février, Descendré Fournaise, qui l'avait sauvé et le nommait encore délicatement « mon capitaine » ? Un mirage de société savante, peut-être de politique, de tribune, de chatoyante algèbre, un mirage de joie d'homme. « Tu es si humain, lui disait parfois ma mère, avec un accent d'indéfinissable suspicion. Elle ajoutait, pour ne le point trop blesser, « Oui, tu comprends, tu étends la main pour savoir s'il pleut. »